Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de pourquoi utiliser les bâtons en trail. Depuis plusieurs années, on voit beaucoup de trailers et de traileuses prendre avec eux les bâtons et les utiliser surtout en montée, mais parfois on me pose encore la question de leur utilité. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose et est-ce que les bénéfices qu'on gagne à prendre les bâtons avec nous compensent par exemple le fait de porter un poids supplémentaire dans le portage? Si vous prenez un petit peu ce qui se discute et ce qu'on entend dans les podcasts par exemple actuels, moi je consomme pas mal de podcasts et j'en écoute souvent et il y a pas mal d'athlètes qui parlent des bâtons en trail. Et en fait, vous retrouvez par exemple des athlètes qui parlent de la difficulté que représente la Diagonale des Fous, qui est une course particulière dans le sens où elle n'autorise pas les bâtons sur la course. Parmi tous les athlètes élites qui ont préparé cette course-là, si vous écoutez un peu des podcasts qui parlent de la Diagonale des Fous et de la préparation à la Diagonale des Fous, vous retrouverez par exemple des athlètes qui ont dit avoir décalé leur participation de 1 an pour prendre le temps pendant une année entière de s'entraîner spécifiquement sans les bâtons, tant le fait de courir avec bâton et sans bâton peut faire une différence considérable et à quel point il faut vraiment s'habituer soit à courir avec, soit à courir sans. On va parler de tout ça avec une approche plutôt orientée sur la performance, puisque ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est au final, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on a un gain de performance à utiliser des bâtons lors d'une course de trail? Ou est-ce qu'au final, les gains sont marginaux, ne servent pas à grand-chose et c'est pas forcément la peine de se forcer à prendre des bâtons sur une course de trail? Et au final, vous allez voir que ces deux bouts de métal peuvent être un choix tactique considérable qui peut réellement avoir une influence sur votre performance en trail. Alors, je trouve assez légitime de se poser la question de l'utilité des bâtons pour la performance en trail quand on sait que l'utilisation des bâtons est délétère à la performance à plat. En effet, il y a plusieurs études qui ont montré par exemple dans le cas de marche rapide que les personnes qui marchaient sans bâton avaient de meilleures performances et une moins haute consommation énergétique que les personnes qui marchaient avec bâton. Donc on pourrait se demander si on n'a pas en fait exactement le même phénomène en trail et donc penser que les personnes qui marchent avec bâton en côte ont de moins bonnes performances et une plus grande dépense énergétique que les personnes qui marchent sans bâton. La raison de cette augmentation de dépenses énergétiques à plat, elle est super simple, c'est que à plat, vous utilisez uniquement vos jambes, et là, vous utilisez vos jambes plus vos bâtons, donc vous sollicitez plus de groupes musculaires, et donc ça augmente la dépense énergétique. Alors, pour répondre à cette question, on va se baser sur la littérature scientifique et les données disponibles, et plus particulièrement, on va s'intéresser à l'étude de Giovanelli et collaborateurs publiée en 2019, qui s'est intéressé à l'effet de l'utilisation des bâtons ou non sur la performance en trail en montée. Dans cette étude, ils ont demandé à 14 participants, qui étaient des coureurs ou coureuses de trail habitués à courir en montagne, de venir à plusieurs occasions au laboratoire. Alors, dans cette étude, les auteurs ont réuni 14 participants qui venaient au laboratoire faire plusieurs mesures 3 fois. La première fois, les auteurs proposaient aux participants des mesures anthropométriques, donc le sexe, l'âge, le temps de pratique avec les bâtons et le temps de pratique du trail de manière générale. Une phase d'habituation avec les bâtons. Donc, il proposait aux personnes de marcher avec les bâtons sur un tapis qui s'inclinait plus ou moins 3 à 5 minutes, histoire que les personnes s'habituent au matériel. Lors de la deuxième venue au laboratoire, les participants réalisaient une première phase de mesure et toutes les conditions qu'on appelle avec bâton ou sans bâton. Et lors de la troisième venue au laboratoire, ils réalisaient toutes les mesures dans la condition qu'ils n'avaient pas réalisées, donc soit avec, soit sans bâton. Donc vous l'avez compris, cette étude adoptait un design intra-participant, c'est-à-dire que tous les participants avaient toutes les mesures réalisées dans les deux conditions, avec et sans bâton. C'est les mêmes personnes qui étaient comparées dans une condition avec bâton et dans une autre condition sans bâton. Lorsque les personnes venaient au laboratoire, les auteurs leur demandaient de réaliser une marche à une intensité donnée sur un tapis instrumenté à plusieurs inclinaisons. Plus précisément, les mesures étaient réalisées dans des pentes à peu près 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40%. À chaque fois que les participants venaient en laboratoire, plusieurs paramètres étaient mesurés, à savoir par exemple le coût énergétique du déplacement vertical, donc à quel point les personnes, si je vulgarise, à quel point les personnes dépensaient de l'énergie à parcourir une distance verticale. On retrouvait également des mesures d'effort perçu, de longueur des pas, de fréquence des pas ou encore de la concentration sanguine en lactate. Le premier résultat qui a été mis en avant dans cette étude, c'est que les personnes consommaient moins d'énergie lorsqu'elles se déplaçaient avec les bâtons. En résumé, si vous utilisez les bâtons dans une montée, vous allez consommer moins d'énergie que si vous aviez fait la même montée sans les bâtons. Il y avait des différences dans le coût énergétique dès la pente à 10 degrés, mais ces différences devenaient statistiquement significatives à partir d'une pente à 15 degrés et pour toutes les pentes au-dessus de 15 degrés. De manière générale, l'économie d'énergie était entre 2 et 3% lorsque les personnes marchaient avec bâton comparativement à lorsqu'elles marchaient sans bâton. Ce résultat est visible sur le graphique que je vous fais apparaître juste ici, où on voit que le groupe avec bâton a toujours une consommation énergétique plus basse que le groupe sans bâton, et où on remarque également que cette différence numérique devient significative pour toutes les pentes au-delà de 20 degrés.
Le deuxième résultat qui est assez intéressant et qui se dégage de cette étude est que les personnes percevaient l'effort comme plus facile, comme moins fatigant, lorsqu'ils utilisaient les bâtons comparativement aux mêmes pentes mais réalisées sans les bâtons. Là encore, à toutes les pentes, il y avait des différences numériques entre la condition avec et la condition sans bâton, mais ces différences devenaient statistiquement significatives à partir de la pente à 15%. Pour ce marqueur spécifique, on parle de différences qui sont en fait plus grandes puisque les différences entre la condition avec et sans bâton étaient entre 14 et 18%. C'est-à-dire que lorsque les participants réalisaient les côtes avec les bâtons, ils avaient l'impression que l'effort était plus facile, de 14 à 18% en moyenne. Ce résultat aussi est observable sur le graphique que je vous fais apparaître juste ici, où on remarque des différences numériques entre les deux groupes pour l'effort perçu. À chaque fois, le groupe avec bâton a un niveau d'effort perçu plus bas que le groupe sans bâton. Et on voit que cette différence devient significative à partir de la pente à 15 degrés. Le dernier résultat qui est assez intéressant à noter, c'est que la foulée des participants changeait lorsqu'ils utilisaient les bâtons. Plus précisément, ce que les auteurs ont observé à travers cette étude, c'est une diminution de la fréquence des pas lorsque les participants utilisaient les bâtons et une augmentation de la longueur des pas. L'interprétation que les auteurs font de ce résultat, c'est qu'en utilisant les bâtons, les participants ont une tendance à adopter une foulée qui serait plus économique avec un peu moins de pas, un peu plus long. Ce résultat aussi est observable sur le graphique que je vous fais apparaître juste ici. Sur la partie du graphique à gauche, on voit que dans les deux conditions, la fréquence de pas diminue au cours du temps, donc au cours de l'augmentation de l'inclinaison de la pente, mais qu'elle diminue plus fort pour le groupe avec bâton que sans bâton. Et sur la partie du graphique à droite, on voit que la longueur des foulées change pour les deux groupes, mais qu'elle change moins pour le groupe avec bâton que pour le groupe sans bâton. Si tous les résultats que je vous ai mentionnés précédemment étaient statistiquement significatifs à la plupart des pentes considérées, il y avait également des différences numériques mais qui cette fois n'étaient pas significatives. Il est intéressant de noter que par exemple dans la condition avec bâton, on observait un niveau de lactate sanguin plus bas, ou encore une quantité d'air consommé générale également plus basse pour les personnes qui avaient utilisé le bâton comparativement à ceux qui ne les avaient pas utilisés. Alors ok, ces différences n'étaient pas statistiquement significatives, mais il faut garder en tête que les auteurs n'avaient que 14 personnes dans les groupes, ce qui est un effectif plutôt réduit, et il est possible que ces différences numériques deviennent significatives si l'échantillon avait été augmenté. En conclusion, à quoi ça nous sert d'utiliser des bâtons en trail? L'étude de Giovanelli et al. En 2019 nous laisse penser que l'utilisation des bâtons en trail vont nous permettre dans un premier temps de réduire la consommation d'énergie pour nous déplacer de manière verticale, c'est-à-dire pour parcourir une distance verticale donnée. Le deuxième point qui est à noter, c'est qu'apparemment l'utilisation de bâtons aurait une tendance à nous amener à percevoir l'effort comme moins fatigant. Ce point aussi est censé améliorer notre performance. Si vous prenez par exemple le modèle de la chasse d'eau de Guillaume Millet, la performance est déterminée par des paramètres physiologiques mais également par des paramètres psychologiques, dont la perception de l'effort. D'après son modèle, au moins on perçoit l'effort comme fatigant, au plus on est censé pouvoir pousser nos limites pendant longtemps. Donc, l'utilisation des bâtons qui diminuerait l'effort perçu pourrait également nous aider à améliorer nos performances en trail. Donc globalement, pour répondre à la question posée au début, pourquoi utiliser des bâtons en trail? Pour économiser de l'énergie et pour percevoir l'effort comme plus facile, donc potentiellement durer plus longtemps. Maintenant, pour moi, au vu de ces résultats, il y a une nouvelle vraie question qui se pose et qui est importante à soulever, à savoir comment bien utiliser les bâtons. Après avoir regardé ces vidéos, c'est pas tout d'aller utiliser les bâtons, encore faut-il les utiliser correctement. Quand on regarde ce qui se fait par exemple dans le cadre de l'entraînement en ski alpin, en skimo ou encore en ski de fond, les athlètes ont des séances spécifiques où ils travaillent la technique des bâtons. D'une part, il faut garder en tête que l'utilisation des bâtons n'est pas anodine. Il faut être capable de pousser correctement dans les bâtons et il faut être capable de synchroniser notre poussée avec les mouvements des membres inférieurs. De plus, il faut être capable de choisir entre une utilisation des bâtons synchrones, c'est-à-dire par exemple les deux bâtons en même temps, ou alors une utilisation des bâtons asynchrones, bâton gauche puis bâton droite, de manière alternée. Et ça va dépendre de l'expérience qu'on a et de notre confort. On ne peut pas le deviner comme ça naturellement. Il faut avoir passé du temps avec les bâtons pour être capable de choisir entre ce qui est le plus efficient ou le moins efficient dans une situation donnée. Le deuxième point qui est important à soulever, c'est qu'utiliser des bâtons utilise des muscles différents qu'utiliser nos jambes. Ça peut paraître idiot dit comme ça, mais quand vous allez utiliser vos bâtons, vous allez solliciter des muscles que vous ne travaillez pas forcément habituellement en tant que trailer, comme par exemple les dorsaux et les triceps. Et donc si vous trouvez logique de préparer vos muscles des jambes pour réaliser des trails, il est également logique de préparer vos muscles des bras et du dos pour utiliser les bâtons en trail. Voilà, on a répondu ensemble à pourquoi utiliser des bâtons en trail. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous laisse les mettre dans la section juste en dessous sur la vidéo. Vous pouvez également retrouver plus d'informations sur cette étude sur mon blog et sur mon Instagram, les liens sont dans la description. Et si vous voulez améliorer spécifiquement vos capacités à utiliser des bâtons, je vous invite à me contacter. Ensemble, on pourra travailler ce point-là dans le cadre d'un accompagnement sportif. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.